Ce qui s'est passé dans ma cuisine ce soir de Noël en 1987 a changé tout le cours de ma vie. J'avais 34 ans, j'étais enceinte de 8 mois de mon deuxième enfant, et je venais de laisser tomber un plat de service en céramique qui avait appartenu à la grand-mère de ma belle-mère. Mais laissez-moi commencer par le début, car vous devez comprendre comment je me suis retrouvé dans cette cuisine, avec cet homme, dans cette maison qui ne m'a jamais vraiment semblé être la mienne. J'ai rencontré mon mari, Philippe, lors d'une fête paroissiale à Lyon, au printemps 1979. J'avais 26 ans, je travaillais comme guichetière dans une banque et je vivais encore avec ma mère veuve dans un petit appartement de l'est de la ville. Philippe avait 31 ans, il était comptable dans une entreprise manufacturière, et il semblait être tout ce pourquoi j'avais prié. Il était grand, bien habillé et parlait avec une telle assurance. Lorsqu'il m'a invité à danser ce soir-là, je me suis senti comme la femme la plus chanceuse de la salle. Il m'a dit que j'avais le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Il m'a demandé mon numéro de téléphone avant la fin de la soirée, et je le lui ai donné avec des mains tremblantes. Notre relation fut fulgurante. Philippe m'emmenait dans de bons restaurants, m'achetait des fleurs chaque semaine et traitait ma mère avec un tel respect. Il m'ouvrait les portes, tirait ma chaise et n'élevait jamais la voix. Ma mère l'adorait. Mes amies étaient jalouses. Tout le monde disait que j'avais trouvé un vrai gentleman. Ce que je ne savais pas alors, c'est que je n'avais rencontré qu'une seule version de Philippe, la version qu'il voulait montrer au monde. Nous nous sommes mariés en octobre 1980, une petite cérémonie à notre église suivie d'une réception chez sa mère. Sa mère, Monique, avait insisté pour recevoir. Elle avait également insisté pour choisir le menu, les décorations, et avait même des opinions sur ma robe de mariée. Philippe disait que c'était juste parce qu'elle était excitée. Il disait qu'elle avait toujours rêvé de planifier le mariage de son fils unique. Il m'a demandé d'être patiente avec elle, alors j'ai été patiente. Après le mariage, Philippe et moi avons emménagé dans une maison à seulement 3 rues de chez Monique. Philippe disait que c'était logique car il pouvait ainsi veiller sur elle facilement. Elle était veuve, après tout, et sa santé n'était pas des meilleures. Je comprenais. J'étais une bonne épouse. Je voulais le rendre heureux. La première fois que j'ai vu l'autre Philippe, c'était environ 6 mois après notre mariage. J'avais réorganisé les meubles du salon pendant qu'il était au travail. Je pensais que ce serait une belle surprise. J'étais si fier du résultat. Quand Philippe est rentré et a vu ce que j'avais fait, son visage a changé. C'était comme voir un masque tomber. Ses yeux sont devenus froids, sa mâchoire s'est crispée, et il a dit d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, « Qui t'a dit que tu pouvais déplacer des choses dans ma maison ?» J'ai ri nerveusement, pensant qu'il plaisantait. Je pensais juste que ce serait plus joli comme ça, ai-je dit. Il a marché lentement vers moi. Ai-je demandé ton avis sur l'apparence que devrait avoir la maison? J'ai senti mon cœur commencer à s'emballer. Non, mais je pensais. C'est bien là ton problème, m'a-t-il coupé. Tu pensais. Tu ne m'as pas demandé. Tu n'as pas considéré ce que je pourrais vouloir. Tu as juste fait ce qu'il te plaisait. Il m'a obligé à remettre chaque meuble exactement là où il était. Cela m'a pris 2 heures. Il est resté là à regarder tout le temps, me signalant quand quelque chose n'était pas à l'endroit exact. Quand j'ai eu fini, il a souri comme si de rien n'était et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Je me suis dit que c'était juste le stress du travail. Je me suis dit que chaque mariage avait ses moments difficiles. Je me suis dit que j'avais dépassé les bornes et que je devais être plus attentive à ses sentiments. J'étais si jeune. J'étais si naïve. J'étais si désespéré de croire que je n'avais pas commis une terrible erreur. Les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont empiré lentement. Comme une grenouille dans l'eau que l'on porte progressivement à ébullition. Philippe critiquait ma façon de cuisiner, de nettoyer, de m'habiller, de parler. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Et Monique, ma belle-mère, semblait être d'accord avec lui sur tout. Elle venait presque tous les jours. Elle inspectait mon ménage, commentait la poussière qu'elle trouvait sur l'étagère, les traces qu'elle voyait sur les fenêtres, la façon dont je pliais incorrectement les chemises de Philippe. Elle me disait que j'avais de la chance que son fils m'ait choisi, car franchement, elle avait espéré qu'il épouserait quelqu'un de meilleure famille. Quand je me plaignais à Philippe des commentaires de sa mère, il me regardait comme si j'avais perdu la tête. Ma mère essaie seulement de t'aider, disait-il. Tu devrais être reconnaissante. La plupart des belles-mères ne se soucieraient pas assez de toi pour t'apprendre à être une épouse correcte.
J'ai arrêté de me plaindre après ça. Ma mère est décédée à l'été 1983. Un accident vasculaire cérébral l'a emportée rapidement avant même que je puisse lui dire au revoir. J'étais dévasté. Elle avait été mon roc, ma confidente, ma meilleure amie, et maintenant elle était partie. Et je ne m'étais jamais senti aussi seul. Philippe ne voulait pas que je prenne congé pour faire mon deuil. Il disait que nous ne pouvions pas nous le permettre. Il disait que la mort faisait partie de la vie et que je devais passer à autre chose. Quand je pleurais la nuit, il me disait que je faisais du drame et que mes larmes l'empêchaient de dormir. Monique disait que ma mère était dans un monde meilleur maintenant et que je devrais me concentrer sur mes responsabilités d'épouse au lieu de me complaire dans l'apitoiement. J'ai hérité des petites économies de ma mère et de sa modeste collection de bijoux. Philippe a pris l'argent et l'a mis sur son compte. Il a dit que c'était pour le mettre en sécurité. Il a dit que je n'étais pas doué avec les finances. Il a dit que l'argent d'une femme était de toute façon l'argent de son mari. Je n'en ai plus jamais vu un centime. En 1984, j'étais enceinte de notre premier enfant. Je pensais que peut-être un bébé changerait les choses. Peut-être que Philippe s'adoucirait. Peut-être que Monique m'accepterait enfin comme membre de la famille. J'avais tort. Ma grossesse a été difficile. J'étais constamment malade, épuisé tout le temps, et Philippe n'avait aucune patience pour tout cela. Il se plaignait que je ne suivais pas le rythme des tâches ménagères. Il se plaignait que je n'étais pas assez attentive à ses besoins. Monique suggérait que j'exagérais peut-être mes symptômes pour attirer l'attention. Notre fils, Michel, est né en février 1985. Il était parfait, 3,3 kg, avec les cheveux bruns de son père et les yeux de ma mère. Quand je l'ai tenu pour la première fois, j'ai ressenti un amour si puissant qu'il m'a coupé le souffle. J'ai juré que je le protégerais au péril de ma vie. J'ai juré que je lui donnerais une enfance meilleure que celle que je voyais se former autour de nous. Mais Philippe voyait Michel comme un rival. Il en voulait à l'attention que je portais à notre fils. Il en voulait au tété de minuit, aux pleurs, à la perturbation de sa routine. Il a commencé à rester tard au travail. Il a commencé à sortir avec des amis le week-end. Et quand il était à la maison, il était en colère. La première fois que Philippe m'a frappé, c'était quand Michel avait 4 mois. Le bébé avait eu des coliques toute la journée, et je n'avais pas eu le temps de préparer le dîner. Quand Philippe est rentré à la maison avec un bébé qui pleurait et pas de nourriture sur la table, il m'a giflé si fort que je suis tombé contre le comptoir de la cuisine. J'étais sous le choc. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Je suis resté là, tenant ma joue brûlante, tandis que Philippe disait calmement, « Peut-être que la prochaine fois, tu te souviendras de tes priorités. » Il a marché jusqu'au téléphone et a commandé une pizza comme si de rien n'était. J'aurais dû partir ce soir-là. Je le sais maintenant. Mais je n'avais nulle part où aller. Ma mère était morte. J'avais perdu contact avec la plupart de mes amis parce que Philippe n'aimait pas que je passe du temps avec eux. Je n'avais pas d'argent à moi. Et j'avais un bébé de 4 mois qui avait besoin d'être nourri, changé et aimé. Alors, je suis resté, j'ai prié et j'ai trouvé des excuses. Il était juste stressé. C'était juste une fois. Ça n'arriverait plus. Mais c'est arrivé encore, et encore, et encore. La violence a escaladé au cours des 2 années suivantes. Philippe a appris à me frapper là où les bleus ne se verraient pas. Il a appris que menacer Michel était encore plus efficace que de me frapper. Il a appris que je ferais n'importe quoi, dirais n'importe quoi, serais n'importe quoi s'il le voulait, si cela signifiait garder mon fils en sécurité. Monique savait. J'en suis certaine maintenant. Elle voyait les bleus que je ne pouvais pas tout à fait cacher. Elle entendait la façon dont Philippe me parlait, mais elle n'a jamais dit un mot. Elle n'a jamais essayé d'aider. Au contraire, elle semblait croire que je le méritais. Philippe travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille, disait-elle. Le moins que tu puisses faire est de le rendre heureux. Au début de 1987, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Je ne l'avais pas prévu. Philippe et moi avions à peine une relation, juste de brèves rencontres froides qui me laissaient vide et honteuse. Mais le test de grossesse était positif, et je devais le lui dire. À ma grande surprise, Philippe semblait content. Il voulait un autre enfant, de préférence une fille cette fois. Il a dit que peut-être cette grossesse m'aiderait enfin à devenir l'épouse qu'il méritait. Il a dit qu'il était prêt à me donner une autre chance.
Sa bonne humeur a duré environ un mois. À mon deuxième trimestre, Philippe était plus volatile que jamais. Le stress d'un autre bébé à venir, la pression financière, les exigences au travail, tout semblait alimenter sa rage. Et Monique était là plus que jamais, critiquant tout ce que je faisais, sapant chaque décision que je prenais, empoisonnant mon mari contre moi. Ce qui me ramène à ce soir de Noël en 1987. Monique avait insisté pour organiser le dîner chez nous. Elle disait que ce serait plus facile puisque j'étais enceinte et que je ne devrais pas voyager, mais elle a clairement fait savoir qu'elle serait responsable de tout. Elle est arrivée tôt ce matin-là avec des courses, des décorations et une liste d'instructions pour moi qui faisait 3 pages. J'ai passé la journée entière à essayer de répondre à ces normes impossibles tout en m'occupant de Michel, 2 ans, et en gérant l'épuisement d'être enceinte de 8 mois. Philippe était assis dans le salon à regarder le football, complètement inconscient du chaos dans la cuisine. Le plat en céramique que j'ai laissé tomber était une antiquité. Il avait appartenu à la grand-mère de Monique, transmis sur 3 générations, et Monique l'avait apporté spécifiquement pour servir la dinde. Quand il a glissé de mes doigts enflés et fatigués et s'est brisé sur le sol de la cuisine, le bruit qu'il a fait a résonné comme un coup de feu. Tout s'est arrêté. Monique est arrivée en courant de la salle à manger, a jeté un coup d'œil aux morceaux brisés et a poussé un cri que je n'oublierai jamais. « Espèce de femme maladroite et bonne à rien », a-t-elle hurlé. Ce plat était irremplaçable. Comment as-tu pu être si négligente? J'ai essayé de m'excuser. Je me suis mise à genoux, enceinte de 8 mois, essayant de ramasser les morceaux. Je suis tellement désolée, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Mes mains étaient mouillées. Ça a juste glissé. Je suis tellement désolé. Philippe est apparu dans l'embrasure de la porte. Son visage était rouge de colère. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il exigé. Monique sanglotait dramatiquement. Elle a cassé le plat de grand-mère. La seule chose avec laquelle je lui ai demandé de faire attention, et elle l'a détruit. Philippe a marché vers moi. J'ai essayé de me lever, mais j'étais en déséquilibre, et la céramique brisée était tout autour de moi. S'il te plaît, ai-je dit, c'était un accident. S'il te plaît, Philippe. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré sur mes pieds. La prise était si serrée que je savais qu'il y aurait des bleus. Tu ne sais rien faire de bien, n'est-ce pas, a-t-il sifflé à mon visage. Tu es pathétique. Tu es une honte. Michel était dans le salon. Je pouvais l'entendre pleurer, confus et effrayé par tous ces cris. Je devais aller le voir. Je devais le protéger. S'il te plaît, lâche-moi, ai-je supplié. Michel a besoin de moi. S'il te plaît. Mais Philippe n'a pas lâché prise. Au lieu de cela, il m'a tiré plus près et a dit, « Ma mère a raison à ton sujet. Elle a toujours eu raison. Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. » Et puis Monique a dit les mots qui ont tout changé. Elle m'a regardé avec une haine pure dans les yeux et a dit, « J'ai dit à Philippe de ne pas t'épouser. Je lui ai dit que tu étais inférieur à lui. » Mais il n'a pas écouté. Et maintenant, regarde avec quoi il est coincé. Une femme inutile qui ne peut même pas tenir un plat sans le laisser tomber. Quelque chose en moi a craqué. Après des années d'abus, des années de critiques, des années à m'entendre dire que je ne valais rien, quelque chose en moi s'est finalement libéré. Je ne suis pas inutile, me suis-je entendu dire. Ma voix tremblait, mais les mots continuaient de venir. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai cuisiné, nettoyé, élevé un enfant et enduré un traitement qu'aucun être humain ne devrait avoir à endurer, et j'ai fini de m'excuser. Le visage de Philippe est devenu blanc sous le choc. En 7 ans de mariage, je n'avais jamais répondu. Je ne m'étais jamais défendu. Je ne m'étais jamais tenu tête à aucun d'eux. La bouche de Monique s'est ouverte. Comment oses-tu me parler de cette façon dans la maison de mon fils? C'est aussi ma maison, ai-je dit. Je vis ici. Je nettoie ici. Je m'occupe de tout ici, et je ne me laisserai pas parler comme si je ne valais rien. La prise de Philippe sur mon bras s'est resserrée jusqu'à ce que je crie de douleur. Ferme ta gueule, a-t-il grogné. Tu vas t'excuser auprès de ma mère tout de suite. Non. Le mot flottait dans l'air entre nous. Un si petit mot, 3 lettres. Mais à ce moment-là, c'était le mot le plus puissant que j'ai jamais prononcé. Philippe a lâché mon bras. Et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il allait peut-être s'éloigner. Peut-être qu'il allait se calmer.
Peut-être que ce serait le moment où tout changerait pour le mieux. Au lieu de cela, il a levé la main et m'a giflé avec une telle force que j'ai trébuché en arrière. Mes pieds se sont pris dans la céramique brisée, et je suis tombé lourdement. Mon dos a heurté le bord du comptoir de la cuisine, et j'ai senti une douleur fulgurante traverser mon abdomen. Je me suis entendu crier, puis j'ai senti une humidité se répandre sous moi. J'ai baissé les yeux et j'ai vu du sang. Tellement de sang. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Le bébé. Quelque chose ne va pas avec le bébé. Monique a fait un pas en arrière, la main sur la bouche. Philippe restait là, figé, fixant le sang qui s'accumulait sur le sol de la cuisine. Appelez une ambulance, ai-je hurlé. Que quelqu'un appelle une ambulance. Mais aucun d'eux n'a bougé. Ils sont juste restés là à me regarder saigner sur le sol de ma propre cuisine. C'est Michel qui nous a sauvés. Mon fils de 2 ans était entré dans la cuisine, avait vu sa mère par terre couverte de sang, et s'était mis à hurler de toutes ses forces. Ses cris étaient si forts que la voisine, Madame Petit, les a entendus d'à côté. Elle est accourue, a vu ce qui se passait par la fenêtre de la cuisine et a immédiatement appelé à l'aide. Les ambulanciers du SAMU sont arrivés en quelques minutes. Ils m'ont chargé sur un brancard pendant que je tenais mon ventre, priant pour que mon bébé soit encore en vie. Philippe est monté dans l'ambulance avec moi. Soudain, il était le mari inquiet, me tenant la main et disant aux ambulanciers que j'avais glissé et que j'étais tombé. Elle est si maladroite ces derniers temps à cause de la grossesse, a-t-il expliqué, sa voix douce et calme. J'ai essayé de la rattraper, mais je n'ai pas été assez rapide. Je voulais hurler la vérité. Je voulais leur dire qu'il m'avait frappé. Je voulais leur parler des années d'abus. Mais Philippe était juste là, ses mains serrant les miennes un peu trop fort, ses yeux me mettant en garde de rester silencieuse. Alors, je n'ai rien dit. À l'hôpital, j'ai été précipité dans une chambre où infirmières et médecins m'ont entouré. Ils vérifiaient le rythme cardiaque du bébé, examinaient mes blessures, me posaient des questions auxquelles je répondais par des mensonges. Oui, j'ai glissé sur de la céramique brisée. Non, je ne me suis pas cogné la tête. Oui, mon mari était là, il a essayé de me rattraper. Philippe était juste devant la porte, à regarder, à écouter. Le rythme cardiaque du bébé était toujours là faible, mais là. Le médecin a dit que j'avais subi un décollement placentaire, où le placenta se sépare partiellement de la paroi utérine. C'était grave mais pas fatal s'il pouvait gérer cela avec soin. Il voulait me garder la nuit pour observation. Alors que le chaos s'apaisait, une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. C'était une femme plus âgée, probablement dans la cinquantaine, avec des cheveux gris tirés en chignon et des yeux bienveillants qui semblaient voir clair en moi. Son badge indiquait Patricia. « Votre mari est dans la salle d'attente », a-t-elle dit nonchalamment en enroulant le brassard de tensiomètre autour de mon bras. Je lui ai dit qu'il pouvait aller prendre un café pendant que je vous installais. J'ai hoché la tête, incapable de croiser son regard. Patricia est restée silencieuse un moment, regardant les chiffres sur le moniteur. Puis elle a dit très doucement, « C'est bleu sur votre bras, on dirait des empreintes de doigts. » Mon cœur s'est arrêté. Et ce bleu sur votre joue, il a la forme d'une main. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas respirer. Patricia a tiré une chaise et s'est assise à côté de mon lit. Elle a pris ma main doucement, son toucher si différent de la poigne de Philippe. « Ma chérie, a-t-elle dit, je suis infirmière depuis 30 ans. J'ai vu des centaines de femmes passer par ici avec des histoires de chutes dans les escaliers et de collisions avec des portes. Je sais à quoi ressemble la violence, et je sais à quoi ressemble la peur. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je ne pouvais pas les arrêter. « Vous n'avez rien à me dire », a continué Patricia. « Mais je veux que vous sachiez que vous avez des options. Il y a des endroits où vous pouvez aller, des gens qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas à vivre comme ça. Il me tuera, ai-je chuchoté. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Si j'essaie de partir, il me tuera. Et sa mère l'aidera à étouffer l'affaire. Patricia n'a pas bronché. Elle n'a pas eu l'air choquée ou horrifiée. Elle a juste hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire 1000 fois auparavant. Il y a une assistante sociale ici à l'hôpital, a-t-elle dit. Elle s'appelle Denise. Elle est spécialisée dans l'aide aux femmes dans des situations comme la vôtre. Seriez-vous prête à lui parler? J'ai pensé à Michel dans cette maison avec son père. J'ai pensé au bébé en moi, luttant encore pour survivre.
J'ai pensé à ma mère qui était morte sans jamais savoir l'enfer dans lequel je vivais. Oui, ai-je dit. Je vais lui parler. Patricia a serré ma main. Bien. Maintenant, je vais retourner là-bas et dire à votre mari que vous avez besoin de repos et que les heures de visite sont terminées. Il ne va pas aimer ça, mais la politique de l'hôpital est la politique de l'hôpital, et vous n'allez pas être seul ce soir. Je vais m'en assurer. Elle s'est levée et a marché vers la porte, puis s'est retournée. Quoi qu'il arrive à partir d'ici, je veux que vous vous rappeliez quelque chose. Vous n'êtes pas une bonne à rien. Vous n'êtes pas une honte. Vous êtes une mère qui se bat pour la vie de ses enfants. Et cela fait de vous l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Quand Patricia a quitté la chambre, j'ai enfoui mon visage dans mon oreiller et j'ai pleuré. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes d'espoir. J'ai passé 3 jours dans cet hôpital. Denise, l'assistante sociale, m'a rendu visite tous les jours. Elle m'a aidé à comprendre mes options. Elle m'a mis en contact avec un avocat spécialisé dans les cas de violence conjugale. Elle m'a aidé à créer un plan de sécurité pour ma sortie. Philippe est venu me rendre visite pendant les heures de visite, bien sûr. Il a apporté des fleurs et s'est excusé abondamment pour ce qui s'était passé. Il a dit qu'il n'avait pas voulu me saisir si fort. Il a dit que le stress l'avait emporté. Il a dit que cela n'arriverait plus jamais. J'avais entendu ces mots auparavant, tant de fois auparavant, mais maintenant je les voyais pour ce qu'ils étaient, des mensonges, de la manipulation, des outils pour me garder piégé. Je sais, Philippe, ai-je dit, ma voix calme et assurée. Je sais que les choses seront différentes maintenant. Il a souri, croyant avoir gagné à nouveau. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le jour de ma sortie, au lieu de rentrer chez moi, je suis allé dans un foyer pour femmes de l'autre côté de la ville. Denise avait tout arrangé. Michel m'attendait là-bas, avec le peu d'affaires qui comptaient, des vêtements, des couches, la Bible de ma mère, le seul bijou que Philippe ne m'avait pas pris. Le foyer ne payait pas de mine chambre partagée, repas commun, règles strictes sur les allées et venues mais c'était sûr. Pour la première fois en 7 ans, je me sentais en sécurité. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. J'ai également déposé une main courante et porté plainte à la police documentant des années d'abus physiques et émotionnels. Les bleus sur mon bras et mon visage ont été photographiés. Mes dossiers médicaux ont été réquisitionnés. Les voisins ont été interrogés. Philippe était furieux. Il a tout nié. Bien sûr, Monique l'a soutenu complètement, me traitant de menteuse, de croqueuse de diamants, de femme qui essayait de détruire la réputation de son fils. Mais les preuves étaient accablantes, trop de visites à l'hôpital, trop de blessures suspectes, trop de témoins qui avaient vu la peur dans mes yeux. Ma fille est née en janvier 1988, 3 semaines en avance, mais en bonne santé. Je l'ai nommée Grâce parce que c'est ce qu'elle représentait pour moi. La grâce au milieu de la souffrance. La grâce quand j'en avais le plus besoin. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. J'ai obtenu la garde complète des 2 enfants. Philippe a obtenu un droit de visite surveillée et des cours obligatoires de gestion de la colère. Il était interdit à Monique d'être présente lors de ces visites. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin de l'histoire. Que Philippe a disparu de nos vies et que nous avons tous vécu heureux pour toujours. Mais la vie n'est pas si simple. Philippe s'est battu pendant des années pour obtenir plus de garde. Il a répandu des mensonges à mon sujet dans notre communauté. Il a monté des amis communs contre moi. Monique s'est donnée pour mission de détruire ma réputation. Mais je n'ai pas craqué. Je n'ai pas abandonné. J'avais mes enfants. J'avais ma liberté. Et j'avais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, moi-même. Je suis retourné à l'école tout en travaillant à temps partiel. J'ai obtenu mon diplôme en travail social parce que je voulais aider d'autres femmes comme Patricia et Denise m'avaient aidé. J'ai travaillé dans des foyers et des lignes d'assistance. J'ai témoigné lors de procès. J'ai partagé mon histoire avec quiconque avait besoin de l'entendre. Michel a grandi pour devenir un homme gentil et doux qui traite les femmes avec respect. Il est marié maintenant, a 2 enfants à lui et n'a jamais levé la main par colère. Briser le cycle a été l'un des plus beaux cadeaux que je pouvais lui faire. Grâce est devenue infirmière, tout comme Patricia. Elle travaille aux urgences et a aidé d'innombrables femmes à échapper aux situations dans lesquelles je m'étais trouvé. Parfois, je pense que ma mère m'a envoyé Patricia ce soir-là,
et que grâce est sa façon de payer en retour. Philippe est mort il y a 10 ans. Une crise cardiaque, seul dans son appartement. Je ne suis pas allé aux funérailles. Nos enfants non plus. Monique lui a survécu de 5 ans. Amère est seule jusqu'à la fin. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais admis ce qu'elle avait fait. Certaines personnes ne changent jamais. Mais moi, j'ai changé. J'ai survécu. J'ai construit une vie digne d'être vécue. J'ai 67 ans maintenant. Je vis dans une petite maison avec un jardin plein de fleurs. J'ai des petits-enfants qui pensent que je suis la femme la plus forte du monde. J'ai des amis qui m'aiment pour ce que je suis. J'ai une paix que je n'aurais jamais cru possible. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une situation comme celle où j'étais, je veux que vous m'entendiez. Je sais que cela semble impossible. Je sais que vous pensez que vous ne pouvez pas partir. Je sais que vous êtes effrayé, épuisé et brisé. Mais vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste plié. Et les choses pliées peuvent se redresser avec le temps et des soins. Il y a des gens qui vous aideront. Il y a des endroits qui vous accueilleront. Il y a des ressources que vous pouvez appeler. Le 3919, Violence Femmes Info, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vous écouteront. Ils vous croiront. Ils vous aideront à faire un plan. Vous méritez mieux que d'être le punching ball de quelqu'un. Vous méritez mieux que de vous entendre dire que vous ne valez rien. Vous méritez mieux que de vivre dans la peur. Et vous pouvez avoir mieux. Je vous le promets. Ce ne sera pas facile. Ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Mais de l'autre côté de cette épreuve se trouve une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer pour le moment. Je le sais parce que j'ai parcouru ce chemin. Je le sais parce que je me tiens de l'autre côté. Je m'appelle Marguerite Hélène Thomas. J'ai été une victime pendant 7 ans, mais je suis une survivante depuis 30 ans de plus. Et chaque jour de liberté valait chaque lutte qu'il a fallu pour arriver ici. Si vous ne retenez rien d'autre de mon histoire, retenez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas inutile. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Et votre histoire ne se termine pas dans cette cuisine, dans cet hôpital, dans cette maison où vous vous sentez piégé. Votre histoire se termine là où vous décidez qu'elle se termine. Et si vous décidez qu'elle se termine avec vous franchissant cette porte et ne regardant jamais en arrière, alors c'est exactement ce qui se passera parce que vous avez plus de pouvoir qu'ils ne veulent vous le faire croire. Vous devez juste tendre la main pour le saisir. Croyez-moi. Saisissez-le. Je l'ai fait, et cela m'a sauvé la vie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Nous partageons des histoires comme celle-ci chaque semaine parce que nous croyons que chaque survivant mérite de faire entendre sa voix. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Vous ne savez jamais quelle vie vous pourriez aider à sauver. Merci d'avoir écouté. Merci de vous soucier des autres. Et rappelez-vous, peu importe ce que vous traversez, vous êtes assez forte pour le surmonter. Vous devez juste faire ce premier pas.